Bonjour chers amis, c'est Magali Pénuel pour la Pénuel Vallée et je suis en compagnie de papa, du docteur Pénuel. On se fait la bise. Bah, quand même, Bonjour. Voilà, après tout ce temps d'éloignement, moi Strasbourg et toi la Drôme. Alors papa, aujourd'hui j'ai envie de te poser quelques questions. En fait, c'est des questions que je réunis et ensuite je te les pose. Alors là, j'ai un citron. Alors j'ai exprès, je l'ai découpé parce qu'on va vraiment parler en fait de l'écorce, de la peau de citron. Alors on lit un certain nombre de publications, un certain nombre d'études sur l'intérêt du citron et notamment de certaines molécules par rapport au, allez je lâche le mot, au cancer. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces études qui ont été menées? Qu'est-ce que tu en connais? On aimerait en savoir un petit peu plus. Voilà, et là j'ai mon flacon d'essence de citron. Alors déjà, quand on parle de cancer, on a l'impression de pénétrer dans un domaine qui est extrêmement préservé, réservé exclusivement pour les cancérologues et les oncologues. Un médecin généraliste, quand il diagnostique un cancer, immédiatement, il l'adresse en service spécialisé avec une équipe pluridisciplinaire. Alors nous, on ne va pas parler de soigner un cancer qui est déclaré. On va s'occuper de comprendre à quoi correspond ce processus de cancérisation et qu'est-ce qui le favorise et d'un autre côté, qu'est-ce qui peut le freiner, le ralentir et le prévenir. Parce qu'une fois tu me disais, mais ça ne veut rien dire de parler, de dire le cancer, il n'existe pas un cancer mais des cancers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il n'existe pas un cancer mais des cancers. Ça veut dire que le cancer, c'est déjà une maladie plurifactorielle au niveau de son étiologie. Il y a ce qu'on appelle des étiologies qui peuvent être virales, c'est bien connu avec les HPV, les fameux papillomavirus au niveau du col de l'utérus. L'étiologie, ça veut dire l'étude, c'est ça? Ce qui va causer la maladie. La cause du cancer. Donc ça peut être des virus? Ça peut être des virus qu'on appelle des virus oncogènes, qui ont la capacité de rentrer dans l'ADN et de modifier le fonctionnement de cet ADN et d'entraîner donc la cancérisation. Ça peut être évidemment des produits chimiques, et on connaît énormément de produits chimiques issus de l'industrie, je parle bien de l'industrie chimique. Tout simplement, quand on voyait ce qui se passait à Londres, quand on envoyait les enfants ramoner les cheminées, eh bien, ils étaient en contact avec la suie et ils développaient des cancers, notamment au niveau du scrotum, tout simplement parce que ces molécules issues de la chimie du carbone, je ne parle pas des plantes, là je parle vraiment de la chimie, sont des molécules cancérigènes, la première étant le benzène, qui est quand même une cause majeure, par exemple, de leucémie. Alors, j'en profite, là tu me tends vraiment une perche énorme. On entend parfois dire, désolé, je fais un petit aparté, mais les huiles essentielles sont cancérigènes parce qu'elles contiennent du benzène. Je vais te faire hurler, mais il fallait que je le dise, je suis désolée. Donc tu peux juste nous dire un petit mot par rapport à ça. Il y a ce qu'on appelle une structure benzénique, et il y a la molécule de benzène elle-même. Mais dans tout ce qui est éléments naturels, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les champignons, les bactéries, on va trouver bien sûr cette structure benzénique, mais elle est fonctionnalisée. Ok, une structure benzénique fonctionnalisée dans l'huile essentielle, c'est les composants normaux de la vie. Par contre, quand on parle du benzène qui est cancérigène, on est sur autre chose, on est d'accord. C'est la molécule de benzène telle qu'elle est hexagonale. Ok. Pas... Non, parce qu'il faut le savoir, il y a des pharmaciens qui ont dit les huiles essentielles contiennent du benzène et donc sont cancérigènes. Voilà, notez-le, prenez des notes. Pour un pharmacien, il faut qu'il retourne dans ses cours de chimie déjà 2 secondes. Parce que... Bon, voilà, il fallait que je le dise parce que tu mentionnais le benzène. Donc on est en train d'étudier l'étiologie, c'est-à-dire les causes du cancer. Donc on voit déjà qu'elles sont multiples. Il y a des virus oncogènes. Il peut y avoir bien sûr des produits chimiques de l'industrie chimique. De causes, ouais. Il peut y avoir des radiations ionisantes. On sait très bien que Marie Curie, qui faisait beaucoup d'expériences sur la radioactivité, elle a été gravement atteinte. Bon, à l'époque, on ne savait pas tout ça, bien sûr. Essentiellement, pour nous, on pense que la prévention du cancer, c'est lié au mode de vie. Monsieur Emmanuel Macron, notre président, vient de lancer un très grand programme. Ils ont dit officiellement, c'est pas moi, c'est les officiels qui disent, la moitié des cancers. On doit les prévenir en arrêtant de fumer, en ayant une nourriture saine et en faisant de l'exercice. Voilà, c'est tout. On n'a pas parlé de traitement. Bon, alors après, s'il y a un virus oncogène, bon, c'est très spécifique, mais on dit déjà la moitié des cancers sont des maladies qu'on peut prévenir mange bien, fais du sport,
Voilà. Dis adieu à ta cigarette et on est tranquille. Et puis, pense bien aussi. Et pense bien. Parce que ça, le facteur émotionnel, ça compte aussi. Donc déjà, quand on sait ça, on est rassuré. On est rassuré. Voilà. Néanmoins, alors, quand on dit mange bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qualitativement et quantitativement. Et je dirais même plus loin, rythmiquement. Parce que des fois, tu as des aliments qui peuvent être très bons, et c'est pris dans un mauvais moment, c'est plus tout à fait ce que c'était. Donc, on est dans une dynamique de vie. On sait une chose qui a été largement étudiée, c'est ce qu'on va appeler la phytoprévention de la cancérologie. Je ne parle pas que de l'essentiel, je parle vraiment d'une manière très générale, parce que j'aime toujours créer le cadre général et ensuite aller de plus en plus sur des cas particuliers. La phytoprévention, elle nous permet de comprendre que ce qu'on appelle le métabolisme secondaire des plantes, qui correspond donc non pas aux protéidolipides et aux glucides, qui sont les métabolites primaires, ni au métabolisme intermédiaire, qui est une zone de transformation, mais vraiment à ces composés qu'on va apprendre en phytochimie et en pharmacognosie. Alors, est-ce qu'on peut dire que le métabolisme primaire, c'est par exemple, là, si je mange mon citron, ça serait, ou mon orange, et on peut dire que si là je presse et que je vois ce petit, je sais pas si on le voit, ce petit jus là qui sort, là on est dans du métabolisme secondaire, c'est-à-dire je vais pas me nourrir de ce qui est en train de sortir là, qui est l'essence, mais par contre il va avoir un rôle de prévention, c'est bien ça? Donc métabolisme primaire, je mange, donc, y compris les pépins, parce que les sont pépins, riches aussi. On peut avoir des glucides, des protéines, des lipides, etc. Alors que cette petite essence qui sort, elle a 0 calories, donc elle ne va pas construire mon organisme, et ça c'est le métabolisme secondaire. Ok, ça c'est compris. Quoi d'autre? Donc, ce métabolisme secondaire va correspondre à des centaines de milliers de composés. Alors, c'est tellement complexe qu'on a été capable de créer une classification par catégorie. Par exemple, on va parler des tannins, on va parler des alcaloïdes, on va parler des glucosides, on va parler classiquement ce qu'on appelle les flavonoïdes, qui sont extraordinairement importants justement dans la prévention du cancer. Donc ça a été classé. Voilà, en classe d'après la structure chimique. Pourquoi? Parce que c'est la manière moderne d'aborder, c'est par la connaissance de la chimie. Je veux dire, dans le temps, pour te donner un exemple très simple, on disait il y a l'élément air, l'élément eau, l'élément feu, l'élément terre. C'était comme ça. Puis on disait les terres, c'était quelque chose d'invisible. Ça, c'était à l'époque des anciens. Et puis, à partir de Lavoisier, on a commencé à comprendre un petit peu qu'il y avait des éléments très précis. Ce qui fait que maintenant, on a ce qu'on appelle la classification périodique des éléments. Depuis le plus simple hydrogène jusqu'en élément naturel, 92 électrons d'uranium. Et ils sont tous classés de manière périodique. Et on retrouvera des mêmes propriétés dans chaque colonne. Alors, il y aura des propriétés particulières pour chaque élément, mais il y a quand même des points communs, parce qu'ils ont tous, sur la couche électronique, un nombre précis d'électrons qui leur donne une réactivité. Or, toute la chimie est basée non pas sur le noyau, ça c'est la physique, mais sur la dernière couche qui entoure l'atome. C'est pour ça qu'on a des propriétés communes. Ça, c'est super intéressant. Je ne savais pas du tout. Tu parles de dernière couche. C'est vraiment là où on va pouvoir trouver les propriétés. C'est là où ça se passe. C'est là qu'ils vont s'unir. Si tu veux, on ne va pas s'unir par l'épaule. C'est que maintenant, on se sert, on fait comme ça. Et quand on s'unit, eh bien, c'est les couches électroniques qui s'unissent. C'est les électrons qui vont soit être donnés, soit être captés, ce qui fait qu'on va créer des molécules. D'accord. Là, tu parles de la classification au niveau du tableau des périodiques. De Mendeleïev. Et ça, c'est valable aussi pour la phyto? En phyto, on va reprendre cette classification, mais on ne va pas parler d'atomes, mais on va parler de molécules. D'accord. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'aujourd'hui, on a l'impression que, enfin, on va dire que classiquement, la science, elle reconnaît que on attribue des propriétés pour chaque famille. C'est beaucoup plus facile. Finalement, je t'ai posé la question pourquoi on classe. Parce que plutôt que d'apprendre des milliers de plantes, j'y arriverai pas, on les a classées. Et je trouve ça très, très, très intéressant. Mais certains disent, mais pourquoi tu fais des grandes catégories? Parce que de toute façon, chaque plante est différente, chaque molécule est différente et on ne peut pas attribuer à une molécule les propriétés de la famille. On entend ça, parfois. On lit. Oui. Non, il faut être très logique et très clair. À la fois du point de vue de la recherche scientifique et également au point de vue des applications. On s'aperçoit que si on prend n'importe quelle plante, il y a ce qu'on va appeler la ligne directrice. D'accord. Après qu'il y ait plein d'autres composés, c'est évident. Je comprends. Mais si moi je te fais écouter le concerto pour piano et orchestre d'un grand compositeur,
bah, tu sais bien que c'est le piano oui. qui va donner la ligne principale, puis les violons, etc. Si c'est un concerto pour violon et orchestre, au contraire, c'est le violon qui prédominera, et ainsi de suite. C'est comme un script un peu, c'est comme un scénario, c'est-à-dire que, ok, la classification, elle va peut-être pas te donner tous les éléments de la plante, mais elle te donnera la ligne directrice de cette histoire. Donc tu dis, ok, j'ai le script, ok, je comprends l'idée. Donc pour en revenir donc à notre citron et notre cancer, donc tu disais on a classé, donc on a des grandes familles, et ça vient d'abord de la phytothérapie, pas de l'aromathérapie. La phytothérapie, c'est la science de base. Il faut quand même revenir à ce qu'on appelle aux fondamentaux. L'aromathérapie, c'est la partie de la phytothérapie qui s'intéresse aux plantes aromatiques et qui, dans ces plantes aromatiques, va s'intéresser à un extrait particulier qui représente un totem, mais ce totem est dans un plus grand totem qui est celui de la phytothérapie. D'accord. L'avantage du passage de fruit, voilà, ce péricarpe ici à l'huile essentielle, c'est tout d'abord le fait qu'on passe d'un état solide à un état liquide. Ça, c'est parce que si je me frotte le citron, c'est un peu compliqué. Bah, oui, c'est quand même moins pratique. Là, on a déjà quelque chose qui est passé à l'état liquide, qui est à l'état concentrique. Et donc, on a quand même un gain énorme, parce que pour obtenir l'équivalence ici dans 10 ml d'essence de citron, bah, crois-moi qu'il faut quand même, je vais te dire, il faut 3000 citrons pour faire 1 litre. Donc, pour faire 10 ml, il en faudra déjà ce qu'on appelle l'épicarpe de 30 citrons. Là, je l'ai dans un flacon. Donc, c'est quand même très pratique. Et encore, on a des huiles essentielles pour lesquelles il faudrait des quantités bien plus importantes de plantes pour avoir un tout petit peu d'extrait. Donc, ce principe de la concentration, ce passage à l'état liquide, cette isolation d'avoir des molécules qui sont homogènes, elles font toute partie de cette catégorie, puisque en dehors du limonène, il y a aussi des aldéhydes qui sont très importants, les citrales, géranial, général. Ça, pour nous, c'est quand même une grande valeur ajoutée. Alors certes, on va perdre certains éléments, mais on va quand même avoir plus de gains en valeur ajoutée thérapeutique du fait d'avoir à notre disposition ce petit flacon avec nous. Alors, ça n'empêche pas de se faire une dizaine de pots de citron, de prendre le jus, etc. Ça, c'est notre nutrition habituelle. Maintenant que j'ai ce flacon d'essence ou d'huile essentielle par expression à froid de citron, je sais que cette valeur ajoutée, je vais le mettre à profit de ma santé. Alors, je ne vais pas en parler en disant je vais soigner un cancer déclaré, ça on va le laisser aux spécialistes, mais je vais considérer de quelle manière je vais l'utiliser dans ma vie, de manière à ce qu'il ait une influence utile dans le cadre, bien sûr, d'une vie saine, comme on a dit, le mouvement, l'alimentation saine, la pensée positive, c'est quand même le trépied. Alors après, on y ajoutera la respiration, etc. Mais à partir du moment où je dispose de ce flacon, il y a une manière intelligente de l'utiliser. Et cette manière, c'est pas nécessairement de commencer à m'additionner sur la peau. D'abord, c'est un peu irritant. C'est bon, ça. C'est photosensibilisant. C'est très bon. Et bien, effectivement, la manière la plus intelligente, c'est de l'absorber. Comme en plus, il est délicieux au goût, on peut en mettre très facilement dans plein d'aliments. On peut en mettre dans de la compote, on peut en mettre dans des fruits écrasés, on peut le mettre dans des petites sojades, ainsi de suite. Donc, en fait, ce qu'on a dans l'essence de citron, c'est vraiment la peau, hein. Mais toi, tu dis que le citron est intéressant, donc tu as parlé du limonène. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur cette molécule de limonène? Alors, on précise, il y a plusieurs types de limonène, n'est-ce pas? Il y a le L, le D, donc de quel limonène est-ce qu'on parle? Alors, là, en ce qui concerne les agrumes, on parle principalement de la forme D du limonène. Donc, ce sont des isomères. C'est cette forme-là qui a été énormément étudiée. Alors, n'importe qui parle un peu anglais, malheureusement, toute étude scientifique est publiée en langue anglaise. Ça, c'est pas moi qui ai fait les lois du monde scientifique. Donc, n'importe qui peut aller sur Google, PubMed en particulier, et regarder les études qui sont faites à propos de la molécule de D-limonène et de l'action qui va être obtenue. Alors, on n'est pas en train de parler d'une personne, on est en train de faire une recherche sur des cellules qui sont des cellules qui sont des lignées cancéreuses. Tous les laboratoires disposent de cellules de lignées cancéreuses. Qu'est-ce qu'ils font les laboratoires? Ils prennent des cellules de lignées cancéreuses, ils le mettent en contact avec l'essence de citron. Donc, alors c'est l'essence de citron, c'est le limonène D. On peut étudier soit la molécule de limonène, on peut étudier également l'huile essentielle totale. Et qu'est-ce qu'on a eu dans ces recherches-là? On s'aperçoit que, mais c'est vrai pour beaucoup de molécules, parce que je ne voudrais pas qu'on ait tendance à penser qu'il s'agit, non,
Pratiquement, la bonne nouvelle, ça je vous annonce vraiment une belle nouvelle, hein, évangélikos, la propagation de la bonne nouvelle, c'est que tous ces métabolites secondaires qu'on va trouver, ils vont avoir des actions à différents niveaux, par différents mécanismes, à la fois au niveau de protéger du stress oxydatif, qui est un élément majeur de la formation des cellules cancéreuses, protéger des processus d'inflammation, avoir une action par rapport aux flores pathogènes, avoir une action également sur le système nerveux. Alors attends, ce que tu dis, c'est juste énorme. Attends, tu as dit donc que la plupart des molécules aromatiques, pas spécialement les molécules de citron. Je parle des molécules aromatiques et des molécules en phytothérapie. Phytothérapie, elles agissent donc, tu as dit, à la fois sur l'oxydation. Elles ont des processus par rapport au stress oxydatif. C'est quoi le stress oxydatif? C'est parce qu'on rouille quelque part. On rouille, ouais. On se fait piquer nos électrons par ce qu'on appelle des composés réactifs de l'oxygène, qui sont à vide, et ils viennent te voler. Alors, il y a plein de produits chimiques comme ça qui nous prennent, il y a plein de réactions qui se passent. Alors, plus on va utiliser ces substances qui nous viennent du règne végétal, plus on va se protéger. Alors moi, j'arrive à 70 ans. Moi, je rouille pas, moi. Enfin, je veux dire, non, ce que je veux dire... Oui. Non, mais j'imagine... C'est un vieillissement cellulaire. D'accord. Donc, les huiles essentielles, elles veulent agir sur le vieillissement cellulaire, donc sur la rouille, l'antioxydation. Ça, c'était le premier point. Tu avais noté un deuxième point aussi. Alors, elles ont aussi des possibilités de prévenir ce qu'on appelle la cascade inflammatoire. Ça doit être des études assez poussées. Alors, c'est des études qui sont très connues. On va inhiber la cyclooxygénase, la lipooxygénase. On va avoir également des processus sur les phénomènes d'oxydoréduction. D'accord. Tout ça sont des tests très précis, qualitatifs et quantitatifs, qui sont bien connus dans la pharmacologie. On prend des molécules, on les étudie et on donne des résultats chiffrés. Bien connus dans la pharmacologie, mais pas assez en médecine. Je trouve qu'on n'en parle pas assez de ces processus-là. Et quand tu interroges des gens qui sont un peu du domaine de l'aroma, ben, tu leur demandes les processus comme on parlait d'oxydation, t'as pas pléthore de réponses. Donc bien connu par toi. Non. Si tu veux, voilà le problème, c'est toujours pareil. Quand tu t'inscris comme étudiant pour étudier la phytothérapie et l'aromathérapie, tu étudies d'abord toute la phytochimie, toute la pharmacognosie, et tous ces processus réactionnels, tu les analyses de manière approfondie. Ce qui s'est passé malheureusement dans le côté aromathérapie, c'est qu'on s'est retranché un petit peu dans sa chasse gardée. Ah, moi j'ai plus des huiles essentielles. On oublie le monde des plantes, alors que c'est quand même l'étude du monde des plantes qui est à la base. C'est inconcevable d'être uniquement aromathérapeute si on n'a pas un peu de connaissances. Pareil en nutrition. Quand tu étudies la nutrition, tu étudieras les protéines, les lipides, les glucides. Tu ne vas pas étudier, tiens, le morceau de viande, et puis le bout de saumon, et puis ici le soja. Non, tu sais ce qu'on appelle un protide, tu sais ce qu'on appelle un glucide, et puis ensuite un lipide. Et puis dans les protides, tu étudieras acides aminés essentiels et acides aminés non essentiels. Dans les lipides, tu étudieras les acides gras qui sont saturés, les acides gras qui sont insaturés, donc, ceux qui ont un nombre de doubles liaisons qui va permettre de faire effectivement des réactions très intéressantes, mais qui peuvent aussi s'oxyder. C'est pour ça que l'huile de lin, on la garde au froid et à l'abri de l'air. Et donc tout ça, c'est lié aux structures chimiques. Donc tu reviens à la classification là, tu dis vraiment une classification qui est partie donc de la classification des plantes, mais c'est pas nouveau, on le fait pour les acides aminés, on le fait pour tout et on le fait aussi pour les huiles essentielles. Alors les gens qui commencent à dire ce travail qui a été fait sur les molécules aromatiques par des classifications, maintenant on n'en a plus rien à faire, mais c'est comme si on revenait au Moyen-Âge. Il faut revenir à la base qui est la phytothérapie. Et donc tu disais, donc ça agit donc sur les processus inflammatoires, les processus d'oxydation, les processus immunitaires, quand on prend des huiles essentielles. Les processus neurologiques. Donc c'est quand même... Je sais que derrière ça, quand tu dis une phrase, je sais qu'il pourrait y avoir 100 ou 200 pages. Je sais que c'est extrêmement complexe. Donc c'est prouvé. C'est prouvé. Donc je sais que ça paraît anodin, mais je sais le travail qu'il peut y avoir derrière. Donc, ces études sur le limonène D, parce que bon, sur différentes molécules aromatiques, donc comment ça se passe? Comment, quand ils ont mesuré l'activité de ces cellules cancéreuses et qu'ils l'ont mis en lien avec le limonène D ou des molécules aromatiques, qu'est-ce qu'ils ont vu? Alors, en cancérologie, si tu veux, il y a différents stades. On commence par l'initiation du processus cancéreux, et puis ensuite, il y a des processus de progression qui arrivent après jusqu'à la métastase. Et on s'aperçoit que dans l'initiation du processus cancéreux, il y a ce qu'on appelle l'isoprénylation, qui est un processus qu'on appelle aussi fernélisation, donc pour les termes un peu complexes, pour montrer que ces études elles existent vraiment. Et quand on peut inhiber l'isoprénylation, qui est une des phases importantes,
on va agir sur les processus qui eux-mêmes vont aller agir au niveau du noyau, au niveau de l'ADN, et provoquer, on va appeler ça la folie de la cellule cancéreuse. Donc c'est l'isoprénylation, comment tu dis l'isoprénylation, oui. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça veut dire que... C'est-à-dire qu'il y a des transformations protéiques et qu'on va créer certaines molécules qui elles-mêmes vont être des promoteurs de la cancérisation. Le cancer, c'est pas quelque chose, ça explose comme ça. Non, il y a plein d'étapes biochimiques et chacune des étapes peut être stoppée ou favorisée par certains agents. Et donc, on isole chacune des étapes et on voit exactement comment la molécule va pouvoir, certaines qui sont favorables pour nous vont stopper certaines de ces étapes et d'autres vont au contraire favoriser certaines de ces étapes. Donc, ça a favorisé l'apoptose, donc la mort. Dans un cas, même avant que ça intervienne, même avant que la cellule devienne cancéreuse. Mais ça ne fait pas ça sur toutes les cellules, ça fait ça sur les cellules cancéreuses, c'est ça qui est extraordinaire. L'intérêt, c'est effectivement... C'est incompréhensible. Non. Si tu veux, il y a une intelligence dans le monde vivant. La plante, il faut vraiment comprendre ce principe. Je l'ai dit dans la petite vidéo que j'ai faite pour FR3 Besançon, ils pourront aller la voir, je l'ai expliqué. Parce que la plante, elle est fixée au sol. Ah oui. Toi, si tu es attaqué, moi, je fais judoka. Voilà. Soit tu te sauves, si tu cours vite, soit tu te défends. Alors, des fois, tu fais une feinte. Des fois, les animaux, ils font semblant d'être morts et après, ils sont... Mais, je veux dire, toi, tu as la mobilité. La plante, elle est immobile. Elle a développé une intelligence au niveau de son laboratoire moléculaire. Ah oui, c'est intéressant. Immensément riche, complexe, varié, dynamique, que toi, tu n'as pas besoin de le faire. Compris. Et comme tu dis, la nature, la plante, elle est complexe, mais toi, après, dans l'utilisation, c'est très simple. Mais tu bénéficies de centaines de millions d'années d'évolution et de recherche au niveau de la plante. C'est ça qu'il faut comprendre. Puisque la plante, elle ne peut pas bouger, elle fait bouger les autres. Donc, quand on a une plante, soit on est attiré, soit on est repoussé. Donc, elle a mis en place tout un système d'odeur, de senteur, pour te faire bouger, puisqu'elle ne peut pas bouger. Donc, elle va attirer les insectes, elle va attirer les êtres humains aussi. Elle va aussi repousser certains agresseurs. Donc, c'est pour ça qu'elle a toutes ces petites molécules. Nous, on n'a pas besoin puisqu'on a le système locomoteur. Voilà. C'est intéressant comme analyse, ça me parle bien. Alors, pour en revenir donc à notre citron, donc tu disais qu'il y avait différentes phases avec les cellules cancéreuses et qu'il y a certaines phases qui peuvent être bloquées, c'est ça, avant d'arriver au processus cancérigène. Et ce qui est étonnant, c'est que ça fait que sur ces cellules cancéreuses. Enfin, ou qui peuvent devenir cancéreuses. On a l'analogie avec notre microbiote. Dans notre microbiote, on a des amis, on en a qui sont neutres, on en a qui sont des profiteurs, puis il y en a qui sont méchants. Or, malheureusement, quand tu prends un traitement avec des antibiotiques, avec des sulfamides, avec ces agents de chimiothérapie classiques de la médecine et de la pharmacie, on sait que on nettoie tout, et après, malheureusement, pour reconstruire ses amis, c'est très difficile, et les ennemis prolifèrent tant et plus. Ça, c'est bien la problématique. Or, toi, là, quand tu es en train de manger ton écorce de citron, me régale. Tu amènes des citrales. Je ne parle pas trop de limonène, parce qu'au niveau action sur les bactéries, c'est pas sa tasse de thé, comme on dit. Mais par contre, les citrales qui sont contenues ici, dans l'essence totale, donc le néral et le géranial, on le sait, sont des puissants agents qui vont attaquer tes bactéries pathogènes et qui vont respecter tes bonnes bactéries. Donc tu retrouves le même processus. La cellule cancéreuse, finalement, elle nous paraît comme ça très puissante parce qu'elle envahit tout, mais elle est très fragile. Parce qu'elle se multiplie très vite et ça la fragilise énormément. Et puis de l'autre côté, elle se nourrit sans arrêt. C'est pour ça que tu vois des patients qui sont cancéreux, et ils ont une grosse tumeur, puis ils sont bêtes comme ça. Elle attire toute la nourriture à elle. C'est pour ça qu'une des manières d'agir contre le cancer, c'est de bloquer la vascularisation. On appelle ça les inhibiteurs de l'angiogénèse, c'est la création des vaisseaux. Et dans les molécules de phytothérapie et d'aromathérapie, tu as également des molécules qui vont être importantes pour empêcher la création de ces vaisseaux qui vont guérir. Donc tu vois, il y a plein de manières de lutter en cancérologie. Déjà, on sait que le stress oxydatif, c'est un élément majeur. L'inflammation chronique, c'est un élément majeur. Donc, on est déjà dans les étapes préparatoires de la cancérogénèse. Ensuite, on a parlé de l'isoprénylation. C'est une étape importante. Et ensuite, tu as comme ça toute une cascade successive. Notre chance, c'est que la cellule cancéreuse, elle est en fait fragile. Elle est beaucoup plus fragile que la cellule normale. Alors que quand je prends mon citron avec une cellule normale, le citron ne va pas empêcher tout ce processus de développement de la cellule, puisque c'est une cellule forte, normale. En revanche, les cellules fragiles comme les cellules cancéreuses, qui ont tendance à se multiplier très rapidement,
elles vont pas résister, enfin résister. Il va y avoir un blocage de leur prolifération. Ce sont des cellules folles, et ces cellules folles, la folie les rend aussi très fragiles. D'accord ? Donc on a l'impression que c'est très fort, bien sûr, parce que ça envahit tout, mais quand on amène le bon produit, la bonne information, en médecine naturelle, c'est ce qu'on cherche à faire, c'est une action, si tu veux, de créer l'apoptose de la cellule. La cellule a deux façons de mourir. Soit elle va être attaquée par un élément extérieur, elle va mourir, soit d'elle-même, elle a un programme qu'on appelle apoptose. J'ai fini ma vie, je m'en vais. Comme moi aussi, un jour, je vais finir ma vie, je m'en vais. Je serai recyclé, tous mes atomes seront recyclés par les bactéries du sol, et ainsi de suite. Le plus tard possible. Bah, on a encore besoin de toi. Plus j'utilise mes huiles essentielles et plus je recule. Et je vous dis aussi un petit détail, ça va vous amuser. Vous savez, quand on meurt, on dit tu vas aller manger les pissenlits par la racine. Or, il n'y a pas plus puissant que les composés de la racine de pissenlit. Ça a été très bien étudié, y compris en cancérologie. Donc, plus je mangerai de la racine de pissenlit de mon vivant, plus tard j'irai manger les pissenlits par la racine. C'est pas qu'un jeu de mots. Alors, manger les racines de pissenlit. Et sachez une chose, c'est que c'est très amer. Et dès que vous avez des plantes qui sont amères, c'est extraordinairement bon pour protéger votre santé. Et les animaux le savent bien. En temps normal, ils ne vont pas forcément chercher l'amertume, mais dès qu'il y a un petit problème, ils se jettent sur les plantes qu'en temps normal, ils ne prendraient pas, parce que leur instinct leur dit que là, dans telle plante, qui a un mauvais goût, mais il y a quelque chose de très bon pour mon foie, pour ma vésicule et pour ma santé en général. Alors tu vois là, en 25 minutes, en fait, je sais que derrière, il pourrait y avoir un an de cours. Parce que en fait, c'est juste énorme ce que tu es en train de dire. Il y a énormément de connaissances cliniques, phytochimiques, moléculaires. Bon, c'est immense. Je parlais tout à l'heure avec toi et tu me disais, mais en fait, ce qui est aussi intéressant, donc là, on a parlé un petit peu de le côté un peu in vitro des huiles essentielles. Toujours sur notre essence de citron, tu me disais, ce qui est intéressant, c'est là aussi la transformation par le foie en métabolite. Qu'est-ce qui se passe quand je prends, ce que je fais depuis tout à l'heure d'ailleurs, qu'est-ce qui est en train de se passer là dans mon foie? Alors, il y a ce qu'on appelle la grande valeur ajoutée, le passage de ce fruit à cette essence. Mais là, tu as raison, parce qu'il y a plein de choses intéressantes aussi. Mais parce qu'en fait, je mange aussi la petite partie blanche. Je crois que c'est très intéressant de manger cette petite partie blanche. D'abord, c'est plein de prébiotiques, ça va nourrir ta bonne flore. Pas besoin d'acheter des petites gélules qui vont te coûter une fortune. Moi, quand j'épluche une orange, je retire juste la petite partie superficielle et tu me vois manger mon orange avec toute cette partie blanche. Et ne prends jamais du jus d'orange. Tu vas faire monter ta glycémie. Tu prends ton orange avec toute la pulpe, toute la chair et la partie blanche. Et là, tu vas te faire un bien immense. Tu fais un smoothie, c'est ça que tu veux dire? Ouais, je la croque comme ça. Mais la partie blanche, elle est essentielle. Tu as ces fibres qui sont extraordinaires. Et les gens te vendent des fibres que tu payes très cher alors que tu les as et tu les jettes dans la peau. Et jamais de jus d'orange. Toujours l'orange entière avec le plus possible de partie blanche. Et tu vois l'état de santé dans lequel je suis. Hein. Top là! C'est ce qu'on appelle la fitness immunitaire. On va vous expliquer tout ça dans le pentadrome. Alors, je croque. Qu'est-ce qui se passe au niveau de mon foie? La molécule de délimonène, elle a été souvent considérée comme une molécule, tu sais, monoterpène. C'est vrai que dans les écrits qu'on avait fait à l'époque avec Pierre Francôme, la partie consacrée aux monoterpènes, elle était quand même légère. Il faut savoir que Pierre Francôme vient de remettre son manuscrit à son éditeur Guy Trédaniel, rien que sur les structures hydrocarbonées, c'est-à-dire sans avoir l'atome d'oxygène, on a un écrit qui fait 1000 pages. Alors entre quelques pages qu'on avait dans l'aromathérapie exactement et le pavé qui sort maintenant, grâce à la recherche qui s'est faite dans ces 20 dernières années. Donc ça, c'est bon pour les gens qui disent, mais on n'a plus la mise à jour de l'aromathérapie exactement. Il y a des mises à jour. Il faut aller un peu creuser, fouiller. Donc plus de 1000 pages, c'est ça sur les... C'est un pavé immense. Alors évidemment, c'est pour les chercheurs. C'est pas pour aider monsieur ou madame tout le monde. Nous, on va rester très simple. Quand cette molécule de délimonène... Donc là, tu vas m'expliquer ce qui va se passer au niveau du foie. Elle va arriver à ton foie, elle va être assimilée, transportée. Et le foie va amener une nouvelle valeur ajoutée. Pourquoi? Parce qu'il y a des enzymes au niveau de ton foie, donc ce qu'on appelle des enzymes de la phase 1, puisqu'après il y a la phase 2. La phase 1, il y a quand même une métabolisation qui se fait. Alors ce n'est pas un travail énorme, mais c'est quand même un travail qui fait passer la molécule de limonène à une molécule qui va cette fois-ci capter de l'oxygène. On va avoir, par exemple, de l'alcool périique. Souvent on dit... le foie, il va dégrader les huiles essentielles. Toi, tu dis, mais ça peut aussi les bonifier. Oui, alors c'est pas le mot dégradation, c'est pas le mot qu'on emploie. Pas le mot qu'on emploie. Le foie, il fait son travail
avec des enzymes de phase 1 et des enzymes de phase 2 grâce au cytochrome. Il est fait pour ça. Même tes hormones féminines que tu sécrètes, Magali, il faut aussi qu'elles soient dégradées, mais enfin transformées. Moi, je dirais plus pour recycler, pour aller être recyclé dans le cycle de la vie. La phase 1, c'est effectivement de faire une petite transformation qui va, parce que ça, c'est pas du tout hydrosoluble, hein, le limonène. Mais quand tu dis hydrosoluble, c'est-à-dire que ça, je le mange, et à un moment, il va falloir que ça reparte dans la nature. Voilà. Donc, dans les urines, il faut faire pipi, et ça, il faut que ça soit hydrosoluble. D'abord, ça passe par le foie, hein, qui va faire une première transformation, et justement, c'est pour la rendre plus soluble, et c'est la forme alcool, ou la forme aldéhyde. Et là, c'est intéressant. Et là, ce qui se passe, c'est que ça porte le nom d'alcool périllique ou d'aldéhyde périllique, va acquérir, en plus de déjà l'action du limonène qui existe par elle-même, mais elle va être amplifiée, elle va être multipliée. D'accord? C'est comme un processus qui va faire passer, mettons, de 2 à 10. Donc c'est quoi? C'est le limonène D, la métabolite. Donc une fois que c'est transformé par le foie, ça se transforme en... Alors, alcool périllique, aldéhyde périllique, différents noms, je ne vais pas vous faire et ça, on s'aperçoit que ça a aussi une action qui va prolonger ce qu'on avait constaté à propos de la molécule de limonène, mais ça va être amplifié par rapport à ce processus d'action au niveau de la cancérisation, notamment ce qu'on appelle l'isoprénylation. Donc, on peut imaginer que des personnes qui ont peut-être des antécédents dans la famille, des personnes qui ont le cancer, etc., bon, même si on a vu que l'étiologie, elle était complexe et qu'il y avait différentes formes de cancer, ça peut être intéressant au quotidien de prendre sans avoir la maladie évidemment déclarée, mais au quotidien, hein, de prendre son écorce de citron. Et tu me disais aussi qu'on crée tous les jours en fait des cellules cancéreuses. C'est que le cancer fait partie de la vie. On en fait partie de la vie. Le problème, c'est qu'actuellement, avec toute la chimie industrielle, qu'on a répandu des centaines de millions de tonnes de produits qui n'ont pas d'existence dans la nature normale. On a favorisé aussi avec toutes les radiations qu'on a créées. Ça veut dire quoi fait partie de la vie? Ça veut dire que tous les jours je crée des cellules cancéreuses? Je veux dire, le processus de cancérisation, la perte du mécanisme de l'apoptose, c'est quelque chose qui est inhérent à la cellule. L'important, c'est que cette cellule soit repérée et qu'elle puisse être éliminée. C'est ce qui se passe tous les jours dans notre corps? Tous les jours, on a des cellules cancéreuses qui sont repérées et éliminées? Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ton système immunitaire, et je le rappelle, il est d'abord là pour que tu sois toi-même, toi Magali, et pas Muriel ou pas... Alors, comment utiliser le citron? On revient dans quelques instants pour vous expliquer comment on va l'utiliser de façon très claire. À tout de suite. Numéro 2.